Ça peut être pour plein de cas en fait. Ça peut être pour devenir entrepreneur, ça peut être pour trouver un boulot. Moi, au départ, c'est pour trouver un boulot. Ça peut être pour progresser dans son travail. Ça peut être pour montrer à ses chefs que finalement on est beaucoup plus compétent que ce qu'ils pensent, ou à son chef, ou à ses surchefs, ou à ses chefs d'autres services, quand on est dans des très grosses boîtes. Bonjour et bienvenue sur ASAP. Je m'appelle Alexandre Zermati et je vous invite toutes les semaines à découvrir une personnalité inspirante du monde du travail. Cette semaine, mon invité est Bertrand Soulier, podcasteur, coach et expert en stratégie de contenu digital. Bertrand va nous expliquer ce qu'est une marque personnelle et comment la développer. Je vous laisse tout de suite avec mon invité. Donc je m'appelle Bertrand Soulier, sur ma carte de visite que je n'ai plus officiellement, je suis créateur de contenu, coach, consultant, formateur, enseignant. J'étais maître de conférence à l'université, une carte bien remplie, il y a trop de lignes, donc c'est pour ça que j'ai plus de carte de visite. Et mon parcours, c'est que je suis un dinosaure du web. J'ai commencé Internet en 95, 96. J'ai toujours une anecdote qui est assez rigolote, c'est que en fait j'ai commencé par la création de sites internet, puisque j'étais en IUT de gestion et on a un prof informatique qui avait repéré qu'on n'était pas trop mauvais en informatique avec un ou deux copains, et qui nous a proposé de faire le premier site internet de l'IUT à l'époque. Et on lui a dit oui, et il nous a dit: vous avez une question? On a dit oui, c'est quoi internet? Et donc, ce jour-là il nous a ouvert une salle dans laquelle il y avait le seul ordinateur de l'IUT qui était connecté à internet. Et c'est ce petit tour de clé et ce oui qui a changé ma vie. On a essayé l'autre jour de calculer l'âge de mon blog et j'ai pas réussi à retrouver le premier article, ce qui est un peu drôle. Mais en tout cas, je dis à mes étudiants que j'ai à la fac que mon premier site internet est plus vieux qu'eux. Voilà, donc ça place un petit peu l'idée. Alors j'en ai eu plein, hein, bien sûr. J'ai fait de la formation locale, j'ai fait du blog perso, du blog sur des thématiques. De la vidéo, du podcast, de l'Instagram, du Twitter. En ce moment, je m'amuse un peu sur TikTok. Voilà, et j'ai fait un peu de Snapchat et pas mal de choses. Et j'ai travaillé 8 ans en agence web, hein, pour des clients. J'ai travaillé 4 ans dans une collectivité locale. Et puis, ça fait 7 ans maintenant que je suis à mon compte. En fait, j'ai un livre dans ma bibliothèque sur le podcast qui a plus de 10 ans, parce que j'avais acheté un livre en 2009 où je voulais faire du podcast, j'avais acheté du matériel, j'avais acheté plein de choses. Et à l'époque où j'allais prendre mon premier... comment ça s'appelle j'ai perdu le nom d'ailleurs, comment ça s'appelait ce truc, il paraissait d'écouter là. Non, le truc d'Apple quoi, voilà. L'iPod, voilà. Donc j'avais mon iPod. Et puis au début j'avais écouté les podcasts et je me suis dit tiens, je vais essayer de créer quelque chose, et puis je l'ai jamais fait parce que je suis parti sur d'autres choses. Moi en fait dès qu'il y avait des nouveaux trucs qui arrivaient, c'est vrai que moi j'étais pris vraiment dans la grosse vague de Facebook en plus, parce que quand je travaillais en collectivité, on a créé la première page Facebook pour une collectivité en France, pour donner un exemple de leur idée à quel point la vague, j'essayais de la choper assez tôt. Donc j'étais plutôt porté par les réseaux sociaux, et c'est vrai que le podcast n'était pas trop dans mon domaine de visibilité, ou en tout cas de ce que je voulais consacrer du temps. J'étais parti à faire plutôt de la vidéo, j'étais parti à faire donc beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de Facebook au départ, Twitter, Instagram, etc. Et puis en fait mes habitudes ont beaucoup changé il y a quelques années. Et je me suis mis notamment à beaucoup plus marcher, puis à courir. Et en fait, le meilleur moyen d'apprendre des choses quand on est dans ces cadres-là, c'est d'écouter les choses, c'est de se détacher de l'écran. Et donc, c'est le podcast. Et donc, à ce moment-là, je suis retombé dans le monde du podcast en tant qu'auditeur, où je me suis mis à en écouter beaucoup, beaucoup plus. Et un jour, je me suis dit, mais quand même, tu peux faire quelque chose, quoi, sur ce truc-là. Tu peux créer un podcast, toi aussi, tu peux réessayer. Alors, je me suis entraîné. D'abord, j'ai créé un premier podcast en mode streetcast, donc c'est-à-dire marcher-parler, avec mon téléphone dans la poche, le casque audio tout simple, hein, de l'iPhone. Et puis, je racontais mes anecdotes, c'était le complément de mon blog. Et puis, au bout d'un moment, donc j'ai fait... je sais pas combien j'en ai fait d'épisodes, et puis je me suis dit tiens, il y a une petite audience qui commence à se créer, etc. Mais est-ce que ça pourrait pas servir aussi ce que je fais comme activité? Est-ce que je pourrais pas partager ce que je fais en création de contenu? Et donc en 2017, début juin 2017, je me suis dit bon tiens, je vais créer un podcast, voilà. Et le lendemain, j'ai enregistré le premier épisode et je le diffusais.
Et j'ai dit dans ce premier épisode, moi je vais apprendre à faire du podcast, je veux être un podcasteur. Et donc un podcasteur, c'est quelqu'un qui fait du podcast. Et pour apprendre le plus vite possible, il faut faire du podcast le plus d'épisodes possible. Et ce jour-là, j'ai pris un engagement, j'ai dit bah voilà, aujourd'hui vous écoutez un épisode, demain vous en aurez un deuxième, et puis vous en aurez un troisième, un quatrième, un cinquième, jusqu'à mes vacances. 21 jours. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc les gens, ça a un petit peu accroché, etc. Puis j'ai dit bon maintenant je pars en vacances. Et puis je suis rentré de vacances, et puis j'ai dit bah tiens, je vais reprendre sur le même rythme. Et j'ai dit on va pousser le défi d'aller le plus loin possible. Et en fait, ça a fini 168 ou 169 épisodes plus loin, hein, cette histoire-là. 7 jours sur 7, jusqu'à Noël, en fait. On a même passé Noël, jusque presque au Nouvel An. Puis après, je dis, bon, quand même, on va ralentir le truc, etc. Et puis ma fille est née. Donc elle est née en janvier, j'ai dit là je peux pas faire du podcast tous les jours, c'est pas possible. Donc j'ai arrêté de faire du podcast tous les jours, et puis je me suis rendu compte que je perdais ma capacité à faire du podcast. Ça devenait de plus en plus compliqué en fait, je me suis dit oh, je vais faire des épisodes de temps en temps, etc. Et un jour, j'ai dit sur Twitter, je crois bien qu'il faut que je refasse du quotidien quand même. Et les gens me disent ah oui, mais vas-y, fonce. Je dis bah ouais non, comment je vais faire? Alors j'ai mis en place un plan, et mon plan était assez simple, c'était de dire vraiment très simplement, c'est que je vais faire que 5 épisodes par semaine, et je vais me débrouiller pour les faire qu'ils soient courts, parce qu'en fait vous n'avez pas 1 heure par jour pour m'écouter, alors qu'avant au début, des fois ça faisait 1 heure, 1h15, des fois ça faisait 10 minutes, une fois j'enregistrais à 23h59, enfin vraiment, c'est pour que ça soit tous les jours, et là je me suis dit, maintenant tous les matins, 7h, vous aurez 7 minutes. Voilà, c'était sur le mode des 7 minutes de coaching, là, 5 minutes de sport pour être en forme là. Et donc je suis parti là-dessus, et puis maintenant ça faisait entre 7 à 10 minutes à peu près, certains un peu plus long, et puis petit à petit j'ai mis des invités aussi, des choses comme ça. Et donc je suis arrivé après, je me suis dit bah maintenant que t'es comme ça, t'es lancé, tu vas aller jusqu'au numéro 500. Voilà, et donc je suis arrivé au numéro 500, et numéro 500, j'ai dit maintenant on va faire stop, et on va faire plus qu'un épisode par semaine. Mais en fait, il n'y a pas qu'un épisode par semaine, parce que comme j'ai plusieurs podcasts, j'enregistre en fait tous les jours, mais sur des podcasts différents. Mon défi de mes 42 ans, c'était de courir un marathon pour mes 42 ans. Et donc, moi j'ai un mot d'ordre qui était inscrit sur mon mur derrière, c'est le mot documenté. Et c'est de dire tout ce que je fais peut être documentable, et tout ce que je fais peut être de faire donner naissance à la création de contenu en tant que tel. Et je me suis dit, le meilleur moyen d'apprendre à mieux courir, à mieux préparer mon marathon, c'est d'en parler aux gens. C'est de dire, voilà, aujourd'hui je vais faire ça, aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai travaillé là-dessus, etc. Et donc, mes 42 ans, en fait, c'était en 2018. Voilà, je suis en train de calculer. Donc, je devais faire le marathon de Lyon qui tombait, en fait, le jour de mon anniversaire, à 3 ou 4 jours près. Et donc, j'ai dit, bah, je vais faire un podcast. Alors, au début, j'avais prévu de faire 42 épisodes pour arriver aux 42 ans. Enfin, jusqu'au... Et en fait, je me suis dit, ouais, alors là, ça devient pas tenable, cette histoire-là. Tu mélanges tous les trucs et tout. Donc, j'ai dit, je vais faire un épisode de temps en temps. Et puis, je me suis blessé, donc j'ai pas pu le courir, donc ça m'a fait une grosse pause. Et puis après, j'ai dit, bon, maintenant, je vais le reprendre. Et donc, je l'ai relancé, et j'ai dit, bon, maintenant, je vais le faire jusqu'au marathon de Paris. Je me suis inscrit au marathon de Paris en 2019. Je me suis dit, je vais documenter mon marathon de Paris 2019. Et après le marathon de Paris, j'ai fait une grosse pause running, donc j'ai fait une grosse pause podcast. Et petit à petit, j'ai redémarré. Et par contre, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai relancé là vraiment. J'ai dit, bon, maintenant. Et en fait, j'ai regardé les stats d'audience et j'ai dit, mais c'est pas possible, des épisodes qui sont écoutés, 600, 700 personnes qui écoutent ça et tout. J'ai des retours et tout. Je dis, mais il y a un truc à faire. Il y a des gens qui se reconnaissent en fait dans l'aventure du gros hamster qui se met à courir, quoi. Et donc, je me suis dit, je vais en faire un par semaine maintenant. Voilà. Et donc, depuis 2-3 mois, je fais un par semaine. Si bien que ça a attiré un petit peu des gens qui ont vu qu'il y avait plus de lumière qu'avant. Ça attirait des potentiels annonceurs aussi. Donc, la plateforme Acast m'a dit on aurait peut-être des annonceurs pour vous, ça vous dit pas de venir chez nous et tout. Je dis oui. Et eux, ils ont négocié avec un truc avec Apple, a priori, pour le mettre en avant. Et en fait, Apple l'a mis en nouveauté. Alors, ce qui est très rigolo, c'est qu'ils l'ont mis en nouveauté alors que c'était le 33e épisode ou le 32e épisode. Mais ils l'ont poussé dans les nouveautés. Donc, ce qui fait que les gens ont l'impression que c'est un nouveau podcast. Alors qu'en fait, il a 2 ans maintenant, ce podcast. Mais en fait, c'est vrai que le rythme fait que comme il est plus en nouveauté,
plus régulier, etc. Et qu'il y avait une saison 2 aussi, je pense, c'est pour ça ils ont dû accepter ou j'en sais pas quoi. Donc en fait, il y a ce sentiment qu'il était un podcast nouveau. Mais en fait, mon vrai podcast nouveau, c'est le podcast qui s'appelle Créer un podcast génial maintenant, qui est lui par contre depuis le 1er janvier, enfin depuis la première semaine de janvier, où là c'est un épisode par semaine sur comment créer un podcast, enfin les bonnes pratiques, les bonnes habitudes, etc. Et donc ça fait déjà 3 podcasts cette histoire-là. Si je rajoute un podcast privé pour ceux qui financent le podcast Votre Coach Web par le Patreon, ça fait un épisode le lundi, donc voilà. Et puis ensuite j'ai mon podcast perso, la fameuse continuité du podcast que j'ai enregistré dans la rue, que maintenant j'enregistre plus chez moi, que j'ai renommé en Nouvelle Vie, parce que c'est en fait un questionnement sur les difficultés que je peux traverser, les outils, là j'ai parlé de méditation, de respiration, de patrescence, plein de trucs comme ça qui sont plus psychologiques et développement perso, que je vais moins mettre dans Votre Coach Web et que je leur ai fait une nouvelle place en fait par rapport à mon blog. Donc en fait oui, je fais du podcast tous les jours avec ça. Alors, il serait intéressant de regarder la première fois que le mot personal branding est apparu dans mon blog, mais c'est extrêmement ancien cette histoire-là. C'est. En fait, je peux regarder d'ailleurs, ce serait intéressant. Mon premier nom de domaine à mon nom est vraiment, vraiment très ancien, quoi. Mais en fait, comme tout le monde au départ, j'ai commencé avec un pseudo. On peut tester, hop. Comme ça, je le teste en direct. Donc en fait, je l'ai déposé en 2001 à bertrand-soulier.com. Voilà, donc 2001. Pour revenir sur l'histoire de la marque, ça revient sur l'histoire de la question de la marque personnelle finalement, c'est les gens s'attachent avant tout à la personne qui le fait. Je pense que je pourrais parler de presque n'importe quoi. Il y a des gens qui suivraient. Et c'est à tel point d'ailleurs que ce qui est marrant, c'est que sur Votre Coach Web, il y a des gens qui suivent et qu'on n'a rien à faire de la création de contenu, quoi. Enfin, honnêtement, il y a même quelqu'un qui m'a dit écoute, je donne de l'argent sur Patreon, mais je vais pas créer de contenu, j'ai pas envie de t'acheter des formations, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'écouter ton avis, etc. Et c'est ça la force de la marque personnelle, et c'est pour ça que je reprends des gens comme Seth Godin, mais on pourrait parler de Gary Vaynerchuk, on peut parler de Tim Ferriss, Paul Jarvis ou des gens comme ça. C'est de dire qu'en fait la marque personnelle c'est le support de plein de projets qui sont liés, et que si les gens ils aiment ce qu'on fait dans un certain côté, c'est pas impossible qu'ils aiment les autres projets qu'on va lancer. Alors il y a des projets sur lesquels ils vont pas accrocher, il y a des gens par exemple, quelqu'un m'a dit écoute, moi j'en ai rien à faire du yoga, j'en ai rien à faire de la course à pied, je cours pas, etc. Donc je vais pas écouter Kilomètre 42, mais il sait qu'il existe, en tout cas. D'autres vont dire tiens, moi je vais accrocher plus sur Kilomètre 42, mais tiens, à force de t'écouter, je me dis je pourrais peut-être faire un podcast, et puis ils vont finir par arriver sur Votre Coach Web, ce qui est en soi pas mal sur le mode de fonctionnement. D'autres vont écouter, vont plus s'attacher au podcast perso, d'autres vont s'attacher puis on n'a pas parlé, mais il y a la chaîne YouTube aussi par exemple, donc il y en a qui regardent tout, qui pratiquement tout, quoi. Et après il y a les mails, j'ai un flux WhatsApp aussi, où là c'est mon numéro en direct, les gens peuvent m'envoyer un message, etc. Donc vraiment sur cet aspect là, la marque personnelle permet de porter n'importe quel projet. Peut-être je pourrais dire demain je vais me lancer dans un projet, mais je sais pas, ça peut être n'importe lequel, il y a peut-être des gens qui le suivront parce que c'est moi, alors qu'ils l'auraient pas suivi si c'était quelqu'un d'autre. Et c'est valable aussi, par exemple, on parle de Gary Vaynerchuk, mais Gary Vaynerchuk, les gens, il faut pas oublier qu'à l'origine, c'est un mec qui teste des vins en crachant le vin dans un casque de football américain, qui s'est fait une première audience comme ça. Moi, je faisais des cours sur Gary Vaynerchuk avant qu'il commence à devenir le Gary V tel qu'on le connaît. Et si on aime le Gary V de maintenant, le Gary Vaynerchuk de l'époque, alors bien sûr, il était pas aussi à l'aise, mais ça restait le même Gary, quoi. C'est le gars, il était à fond, il parlait vite, il a un accent qui était difficile à suivre au départ, des idées très arrêtées, etc. Et en fait, il a pas changé, c'est juste qu'il y a un moment donné, il va sur une nouvelle thématique, il la creuse à fond. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que son contenu marketing,
création de contenu, etc., c'est son side hustle, donc c'est son activité secondaire. Mais après, il pourrait faire un truc sur le sport, je suis sûr que les gens suivraient. Il pourrait aller, c'est comme Tim Ferriss. Tim Ferriss, il a fait un bouquin sur la semaine de 4 heures, il a fait un bouquin sur le corps en 4 heures, il a fait un bouquin sur la cuisine en 4 heures. Il pourrait aller sur n'importe quelle thématique. Les gens qui adorent Tim Ferriss, ils vont le suivre sur n'importe quelle thématique. Et c'est ça la force de la marque personnelle. Moi, Seth Godin, il lance un projet. Je regarde le projet, je dis, ouais, c'est génial. Alors que le projet, je sais pas de quoi il parle au départ. Enfin, il dit, je lance un podcast. J'ai pas écouté le premier épisode, que je suis déjà abonné, en fait, avant d'avoir écouté l'épisode. Et c'est ça la force de la marque personnelle, c'est de dire, on crée une telle connexion et une telle confiance. En fait, c'est la base, c'est la confiance qu'on crée par ce biais-là, que c'est les gens. On revient sur la théorie des 1000 vrais fans là, de Kevin Kelly, qui disait que les gens, un artiste pourrait vivre avec seulement 1000 vrais fans, mais qui vont acheter tout ce qu'il fait. Quoi qu'il fasse, ils vont l'acheter. Son disque, son concert, quoi que ce soit. Et en fait, on peut se dire qu'on peut appliquer ça à tout le monde, autre que la musique, etc. On peut l'appliquer à tout. Mais ça, par contre, il y a une vérité là-dedans. Hein. C'est que ça demande une authenticité réelle. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on montre tout non plus. Moi, il y a beaucoup de choses que vous voyez pas du tout sur Internet. Par exemple, il n'y a eu jamais aucune photo de ma fille de face. Et je crois que sur mon compte Instagram, il y a 3 photos d'elle de dos, pour qu'on la reconnaisse pas. Et Gary Vee, l'autre jour, il disait un truc, il disait « Je suis la personne la plus secrète du monde, vous avez l'impression que je parle tout le temps, de tout connaître, mais en fait, vous n'avez jamais vu ma maison. Vous n'avez jamais vu... je crois que j'ai jamais vu une photo de sa femme, par exemple. On voit des photos de ses enfants. Alors qu'à l'inverse, Casey Neistat, on connaît toute sa vie. On le voit chez lui, on voit sa femme, on a vu sa demande en mariage, on a vu la naissance de leur enfant, enfin... Et pourtant, c'est 2 manières de gérer leur marque personnelle, et les 2 sont très fortes. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une manière idéale de la gérer, que chacun a sa manière de la gérer, mais que par contre, ça ne marche que parce que je me dis que si je croise Gary Vee, je pense qu'il va me parler exactement comme il parle dans sa vidéo. Et si je croise Casey Neistat, il va me parler exactement comme il parle dans sa vidéo. Si je croise telle personne que je suis sur Internet, je m'attends à ce qu'il me parle exactement comme il parle dans son podcast, comme il parle dans sa vidéo, dans son blog, etc. Et c'est ça pour moi qui fait la connexion et la confiance. Bah, en fait, oui, tout le monde peut créer sa marque personnelle parce qu'à l'ère d'Internet, tout le monde est une marque personnelle. Qu'on choisisse d'ailleurs de partir sous son nom ou sous un nom d'emprunt, quelque part. Mais tout le monde est une marque personnelle. Alors bien sûr, après, si on veut écrire un livre comme toi, bah oui, on peut le signer, mais enfin les auteurs ont signé pas sous leur vrai nom, etc. Et je donnais l'exemple à mes étudiants l'autre jour, je disais... regardez Johnny Hallyday, quoi. Enfin, Johnny Hallyday, il s'appelait pas Johnny Hallyday à la fin, mais il a été enterré sous le nom de Johnny Hallyday. C'est une marque personnelle qui n'était pas son nom au départ, c'est le nom d'artiste, etc. Il faisait des carrières comme ça. Maintenant, en fait, je dis pas que tout le monde peut faire une carrière à la Johnny Hallyday et compagnie, mais tout le monde, en fait, peut dire aujourd'hui, je décide de prendre la parole et d'utiliser les outils qui sont à ma disposition sur Internet pour m'exprimer. À partir de là, simple décision de faire ça, on devient en fait une marque personnelle, on doit gérer sa marque personnelle. Parce que moi l'autre jour j'écoutais une podcasteuse, un podcast que j'aime bien, et elle disait pas qui elle était, où elle travaillait, ce qu'elle faisait, etc. Et au bout d'un moment j'ai dit mais faut que je sache qui c'est quand même, quoi. Et ben en 10 secondes, 10-15 secondes, j'ai fait une recherche, j'ai recoupé certains trucs, etc. Et je suis tombé sur un nom, je dis ah bah ouais, c'est elle, voilà, c'est elle, et elle était sur LinkedIn. Elle est sur LinkedIn avec son nom, etc. Et donc quand j'arrive sur son profil LinkedIn, il y a son CV, il y a maintenant le podcast est mentionné, au début elle ne le mentionnait pas, il y a les informations qui sont présentes, etc. Et donc ce qui veut dire que à l'ère de Google, à l'ère des réseaux sociaux, si on a envie de chercher un petit peu, de creuser, on peut savoir qui sont les gens, on va chercher qui sont les gens, et si on arrive donc dans cette logique-là, on doit, à un moment donné, installer les éléments de sa marque personnelle. Alors après, qu'est-ce qu'on va y mettre dedans pour que ça marche ? Ben, déjà de s'exprimer, c'est une logique. On n'existe pas si on ne parle pas, voilà, donc on a plein de manières de parler, hein. Il y en a qui parlent en tweet, il y en a qui parlent en photo, il y en a qui parlent en vidéo, il y en a qui parlent en podcast, il y en a qui parlent en blog, chacun peut trouver la manière de s'exprimer, ça c'est un premier point. Et le deuxième point après, c'est que, ce que je disais avant, c'est les questions d'authenticité, d'être très très
Je pense qu'il faut pas jouer un rôle en fait. Dans ma newsletter de mercredi, je disais un truc, je disais à force de suivre les marketeurs sur internet, à force de regarder ce que font les potentiels concurrents, et à force de lire des bouquins, on devient en fait, on essaye de rentrer dans le moule des autres. Et en fait, c'est le pire. Alors mes étudiants, ils détestent ça, ils n'arrivent pas à le supporter au bout d'un moment et tout. Je leur ai dit, regardez un mec comme Thibaut InShape ou Sissi Mua ou des gens comme ça qui sont des marques fitness assez puissantes, mais c'est valable avec Squeezie et compagnie quoi. Enfin, on peut ne pas les supporter, on peut ne pas les aimer, mais en fait qu'est-ce qui se passe, ils sont tellement dans le partage de tellement de choses que s'ils mentaient, ils pourraient pas le tenir ce truc là quoi. S'ils s'inventaient une vie, ils pourraient pas le tenir. J'écoutais l'autre jour quelqu'un qui disait oui, de toute façon tu peux acheter une montre en or, tu peux louer une bagnole pour 1 heure et faire croire que tu roules avec une grosse Porsche alors qu'en fait tu roules pas en Porsche. Mais si tu publies 3 articles dans l'année, oui tu peux louer 3 fois la Porsche 1 heure, ça se verra pas beaucoup. Mais si tu fais de la story tous les jours, si tu fais de la vidéo, si tu fais plein de choses, si un jour tu roules en Porsche et que le lendemain tu filmes ça dans ton salon et que dans ton salon les meubles ils sont pourraves ou je sais pas quoi, ou que c'est pas décoré, et que ça colle pas dans le personnage global, soit t'es capable de justifier que finalement tu roules en Porsche mais qu'à côté tu te fous du reste, et c'est une justification, il va falloir le montrer. Soit, il y a un moment donné, il y a des gens qui vont dire c'est bizarre quand même, il y a un truc qui cloche, t'as pas l'air le même dans certains trucs que dans d'autres, etc. Et je crois que le vrai succès de la marque personnelle, c'est de se dire d'accord, je m'exprime en étant le plus profondément moi, je sais pas comment dire, et en fait on a un terme qui veut dire, on utilise beaucoup le terme authenticité sur internet, et l'authenticité en fait, quand on cherche un peu la définition, c'est la sincérité, la véritable sincérité, donc c'est d'être sincère et de dire sincèrement, voilà, je pense tel truc, je suis comme je suis, je fais ça, j'ai telle difficulté, j'ai telle facilité à faire ça ou quoi que ce soit, et de le partager très naturellement, et pas chercher à rentrer dans un moule, à ressembler à telle ou telle personne, etc. Parce que d'ailleurs, on le voit, c'est ce qui explose en vol, quoi. Il y a plein de gens qui ont explosé en vol en faisant croire qu'ils faisaient tel ou tel truc, ou alors au bout d'un moment, ils arrêtent parce que ça marche pas, ou parce que les gens, ils leur posent des questions, et puis ils se rendent compte qu'ils répondent pas, ou ils sont pas capables de répondre réellement. Enfin, il y a plein de sujets où on voit la marque personnelle. Les gens, ils veulent monter des marques, mais ils n'ont pas envie de délivrer non plus le minimum d'informations qu'il faudrait pour qu'on s'y attache. Hein, il y a aussi ça. À quoi on s'attache ? En fait, on s'attache pas aux gens parfaits, on s'attache à... Si tu veux monter une falaise, si la falaise est lisse, tu peux pas la monter. Tu vois, il y a que l'homme araignée là qui monte les gratte-ciel, et encore, pour monter un gratte-ciel, il y a des aspérités quelque part. Et donc, si t'es... exactement comme la gravure de mode, là, comme les avatars, etc., qui sont parfaits, à un moment donné, les gens, ils s'accrochent pas au truc. Ils peuvent pas accrocher, etc. Il faut aussi qu'il y ait... oui, on peut dire aujourd'hui c'est une mauvaise journée, c'est pas parfait. Moi je dis tout le monde a une tartine de merde. Voilà, il y en a qui la montent, il y en a qui la montent pas. Mais en fait, c'est souvent la tartine de merde qui nous permet de dire oh là là, son histoire, tiens, j'ai envie de l'encourager ce jour-là, etc. et tout. Et à l'inverse, si on partage que la tartine de merde, au bout d'un moment, quand même, on devient super chiant pour les autres, quoi. C'est vrai qu'après, la culture du cinéma, des super-héros, des séries américaines, etc., font dire que y a des espèces de personnages, j'ai l'impression que rien ne leur arrive, etc. Mais j'ai envie de dire, toutes les séries, alors j'ai dit Don Draper, etc., mais tous, c'est tous par moments des gros cons, et puis par moments des gens sympas. Après, moi, il y a des trucs sur lesquels je dis faut être un peu méfiant, c'est que quand ça touche à la politique, par exemple. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec ceux qui travaillent dans le monde politique, etc. Et je sais que c'est des éléments qui tranchent, mais comme il n'y a pas beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux, il y a des sujets, on ne peut plus trop les aborder. Donc c'est un petit peu touchy. Et je sais que j'ai eu des gens, j'ai eu un cas de quelqu'un qui a eu un problème sur sa marque personnelle parce que il a été pris entre deux feux de deux personnalités politiques. Et il y est pour rien en fait. C'est juste qu'un jour il était salarié d'une collectivité, dans la collectivité on lui demande de faire un rapport, il fait un rapport et le rapport, l'opposition se sert du rapport pour dire que le rapport, qu'il est, je sais pas quoi, il y avait un truc politique, etc. Et 10 ans après, quand on cherchait le nom de cette personne-là, on tombait en fait, non pas sur le rapport, mais sur les gens qui disaient ce rapport c'est de la merde. Bon, il y est pour rien lui, c'était son boulot en fait. Mais
comme il a jamais rien fait sur sa marque personnelle à l'époque, il avait jamais rien fait, hein, on le trouvait même pas sur Instagram, sur LinkedIn, quoi. Il avait pas de CV sur LinkedIn à l'époque. Bah, le premier truc qu'on trouvait, c'était qu'on disait du mal de lui. Et quand on postule, moi ce que je dis à tout le monde, je dis normalement tous les jours, enfin toutes les semaines, vous devriez chercher votre nom sur Google quand même, voir un petit peu ce qui se passe. Et je dis, c'est vrai que quand on tape votre nom, que le premier truc c'est on dit du mal de vous, comme vous êtes quelqu'un qui n'est pas connu par principe, on n'est pas Nutella quoi, on n'est pas Coca-Cola. Nutella, Coca-Cola, Apple, Nike, etc. Tout le monde a un avis dessus, il peut y avoir un bad buzz, ça change pas fondamentalement le fait que les gens vont acheter ou pas. Moi je sais que je parle beaucoup de Nutella, je dis c'est pas parce que Nutella il y a de l'huile de palme et que d'un coup il y a un rapport sur l'huile de palme que les gens arrêtent de manger du Nutella, ça change pas leur avis sur la marque parce que la marque elle est trop installée. Mais nous, petits gars là, dans notre coin, quand personne nous connaît, qui tape notre nom pour la première fois parce qu'il a eu notre CV ou parce qu'il a entendu parler de nous, si le premier truc sur lequel il tombe c'est un truc négatif, qui dit du mal de nous, nous la marque personnelle il faut qu'on lutte pour afficher au moins ce qu'on maîtrise. Alors, on peut pas maîtriser ce que les autres disent de nous. Ça, c'est l'approche stoïciste. Hein, dire, voilà, je maîtrise ce que je peux dire moi. Mais en fait, comme on a les outils pour maîtriser ce qu'on peut dire nous, moi, c'est ce que je dis à mes étudiants. Je leur dis, bah, écoutez, pour Noël, vous faites offrir un nom de domaine par vos parents. Ils vous prennent un abonnement pour 20 ans à votre nom de domaine, ça coûte 10 euros, vous voyez, ça va leur faire un petit cadeau à 250 euros, mais pendant 20 ans, vous aurez votre nom de domaine à votre nom, vous mettez votre CV, vous mettez qui vous êtes, ce que vous voulez faire, etc. Comment vous contacter, et vous êtes sûr que quelqu'un qui tape votre nom quand il reçoit le CV, le premier truc qui tombe, c'est sur votre site. On a eu un troll, par exemple, à une époque, mais en fait, en plus, je sais qui c'est et tout, enfin voilà, il est pas intéressant. Et par exemple, ils avaient créé un compte parodique de ma femme sur Twitter. Moi, ils prenaient des photos que je publiais, ils les détournaient. Et au début, en fait, le troll, c'est la logique, hein, c'est don't feed the troll, donc ne nourrissez pas le troll. Si en fait on leur montre que ça marche, qu'on est sujet à leurs critiques, etc., forcément, ça va les amuser, quoi. Donc, moi après, il faut dire que j'ai quand même pas beaucoup de trolls. Moi j'adore Seth Godin bien entendu. Alors bon, bien sûr il y a Tribu qui est intéressant. Pour moi ma référence je trouve absolue dans le domaine, c'est La Vache Pourpre, parce que c'est un bouquin qui se lit extrêmement vite, et puis l'image elle est facile, quoi. Tout le monde comprend qu'une vache Milka dans un champ, c'est pas une vache salaire, c'est pas une vache au braque ou quoi que ce soit, que elle est visible, et donc en fait il faudrait que l'image de La Vache Pourpre était extrêmement bien choisie quand même chez lui, hein, dans cette histoire là. Donc c'est un livre, je trouve, qui est très intéressant. Et puis après, il a des bouquins qui s'appellent Le Linchpin. Si on prend un petit peu sa biographie, enfin tout ce qu'il a fait comme bouquin, parce qu'il y en a, je sais pas, il en a produit peut-être 20. Je trouve que Le Linchpin est intéressant. Il y a un livre qui est très intéressant, c'est Les Ailes d'Icare aussi. Alors je sais plus le titre exact. Donc Le Linchpin, je crois que c'est Êtes-vous indispensable, traduit en français. Les ailes d'Icare, c'est l'idée en fait, c'est de dire Icare, on a tous l'image qu'il s'est brûlé les ailes en allant trop près du soleil, mais on oublie qu'en fait si on est trop près du niveau de la mer dans sa zone de confiance, on est happé par la vague aussi et on va se noyer. Et donc en fait il faut accepter à un moment d'avoir, alors ça c'est un truc que j'ai lu il y a pas longtemps en plus, de se dire qu'il y a un moment donné on doit accepter d'être dans sa zone de confort, de tout ce qui fait avancer son business au quotidien, ce qu'on appellerait de la maintenance, hein, du business, et qu'à un moment donné aussi il faut accepter d'avoir un élan qui nous apporte, qui nous passe le pas au-dessus, hein. Et là on en revient sur l'histoire de lancer un podcast, de faire du contenu, oser sortir de son truc, mais ça peut être oser écrire un bouquin, quoi que ce soit en fait. Et donc je trouve que Seth Godin là-dessus il est très fort, quoi. Il est franchement très fort. Donc La Vache Pourpre, il est encore en vente, mais La Vache Pourpre, il date de 2002, hein, donc vraiment très intéressant. Tribu, intéressant. Son nouveau livre, c'est ça le marketing, c'est le dernier bouquin. Moi je le trouve très intéressant. Il y en a qui trouvent qu'il est pas intéressant, mais voilà, moi j'adore. Oui, c'est La Supercherie d'Icare, voilà, chez Seth Godin, qui est intéressant. Après, l'époque The Box, etc., je suis moins fan. Il y en a un qui s'appelle C'est à vous de jouer. Alors je sais pas s'il est encore en vente, a priori oui.
C'est un gros bouquin qui a un format super bizarre, mais qui a vraiment, c'est des petits trucs en disant allez-y quoi, foncez, etc. Donc il est vraiment sur cet aspect motivationnel. Il a des très mauvaises notes. Si un jour vous pouvez le feuilleter, feuilletez-le avant de l'acheter, parce que c'est spécial. Il est un format très grand avec des grandes photos, du texte, etc. Mais assez intéressant dans le format. Et après, l'autre auteur, pour sortir un peu de ça, alors moi il y en a deux vraiment que j'adore. Il y a un gars que j'adore pour sa marque personnelle à lui, il s'appelle Rich Roll. Je le cite tout le temps, puis il a un mantra qui est super intéressant là-dessus. Rich Roll, moi je me reconnais parce que c'est un ancien gros qui un jour il se rend compte que s'il continuait comme ça, il serait pas au mariage de sa fille. Et donc il avait fait la natation à haut niveau, mais il est tombé dans la drogue, dans l'alcool, etc. Et il change de vie, il devient vegan, il fait de l'ultra-marathon, de l'ultra-triathlon, des Ironman, il enchaîne des Ironman, etc. Et maintenant, il est dans cette propagation du truc de dire mangez sain, prenez soin de vos familles, prenez soin de votre corps, etc. Et en fait, sa biographie est super intéressante là-dedans parce que il décrit pas comment monter une marque personnelle en fait, mais on comprend l'histoire. Elle montre très bien l'histoire en fait de la marque personnelle, comment elle se construit, comment en fait il part de finalement quelqu'un qui n'était pas grand-chose, mais qui a trouvé le vrai Rich Roll en fait. Tel qu'il le cherchait pendant des années, et je trouve que le livre en lui-même va pas être intéressant sur le plan de développement de marque personnelle, mais pour comprendre le personnage. Et après, quand on regarde son compte Instagram, quand on regarde ce qu'il fait, on voit qu'il est dans la quête en fait d'aller voir des invités qui vont parler de ça, etc. Et ça, c'est assez intéressant. Et puis il y a un autre auteur qui pour moi est vraiment génial, qui s'appelle Austin Kleon, Kleon, qui est un Texan. Alors il a fait une trilogie de bouquins sur la créativité, et il y en a deux qui ont été traduits au moins. À vérifier si le troisième, je vérifie en même temps s'il n'a pas été traduit. Donc il y en a un qui s'appelle Voler comme un artiste, l'autre qui s'appelle Montrer votre travail, Show Your Work en anglais, et donc c'est des best-sellers mondiaux, hein, attention. Et il est dans cet esprit-là de dire, en fait, tout le monde est un artiste, on a des sources d'inspiration, il faut accepter de mixer, de prendre la parole, de travailler tous les jours un petit peu dessus, de publier régulièrement, d'accepter ce travail-là, de le faire, et de montrer votre travail. Et ben, il est exactement dans la marque personnelle, en fait. Il est vraiment là-dedans, de dire, ça sert à rien de travailler des années dans votre coin sans retour. Il faut en publier, il faut faire rentrer les gens dans votre marque à vous, dans votre domaine à vous. Alors je sais pas s'il utilise le terme de marque, je suis même pas certain, mais vraiment dans l'esprit de dire faites-les rentrer, laissez-leur commenter au milieu de votre truc, attendez pas que ce soit fini pour qu'ils parlent, pour avoir un avis. Et c'est ce qu'il fait, il blogue tous les jours, c'est un point commun, Seth Godin blogue tous les jours. On peut parler, tous ceux que j'ai cités, en fait, c'est des gens qui produisent tous les jours, quasiment. C'est des gens qui produisent beaucoup, et il y a des gens qui disent à Gary Vee, mais vous produisez trop, c'est pas possible et tout. Et il dit non, mais le but du jeu, alors c'est un conseil de la marque personnelle. C'est qu'une marque, pour qu'elle s'imprime, il faut qu'en fait, elle soit visible le plus souvent possible. C'est pour ça que les grosses marques ont plein de fric, elles font de la pub en pagaille. On dit, mais à quoi ça sert qu'une marque fasse de la pub alors que tout le monde la connaît ? Bah oui, mais c'est que... On la connaît parce qu'elle matraque, elle est toujours là. Et nous, à notre échelle, on a la possibilité de matraquer tous les jours. Moi, quand je faisais mon podcast tous les jours, votre coach web, tous les jours, il y a des gens qui m'avaient dans les oreilles. Et en fait, en l'arrêtant au quotidien, je me dis, attends, t'as perdu ce truc-là quand même. Et donc, tu vois, 15 jours après l'arrêt, je suis en train de me dire, c'est con quand même, il y a un truc. Donc, je dis, bon, il y a d'autres trucs, etc., mais tu pourrais pas le faire autrement. Et on voit sur des... on peut dire toujours que oui, il faut faire de la qualité plutôt que de la quantité, mais c'est vrai que la quantité aide beaucoup aussi à matraquer la marque personnelle là-dessus. Et Austin Kleon, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit un tweet, par exemple, il balance un tweet, s'il a de la réaction, ça veut dire que quelque part il a un certain retour, donc il va creuser le sujet sur son blog, et puis si ça marche encore, ça finit dans son bouquin, en fait. Donc il est dans une espèce de ce que j'appelle moi le contenu minimum viable. Son contenu minimum viable, c'est une idée qui part sur Twitter. Elle est nourrie ensuite par les retours et par ce qu'il va mettre sur ses réflexions sur son blog. Ça nourrit ensuite un bouquin, qui nourrit ensuite d'autres bouquins, d'autres idées, d'autres trucs en rotation. Et Gary Vee disait aussi l'autre jour que lui, il réfléchit, il met une idée en ligne et il regarde les réactions. Et hop, il est dans cette construction comme ça. Et bon, ils ont la chance d'être très suivis. Mais c'est aussi comme ça que la marque personnelle, en fait, on l'affine. Parce qu'au départ, on sait qui on est, mais on ne sait pas ce qu'on va imprimer comme message chez les autres. C'est une grande leçon, je trouve, de la marque personnelle. C'est qu'on ne sait pas vraiment ce que les autres vont en prendre, en fait.
Et moi, j'aurais bien aimé qu'ils prennent le côté création de contenu, marketing par moment, mais il y en a certaines personnes qui ne s'attachent qu'au côté du gars qui a perdu du poids et qui va courir. Sur Internet, si vous voulez exister, il faut prendre le micro. Donc vous avez le choix du micro. Prenez un gros micro, un petit micro, mais prenez le micro. Ça signifie qu'en fait, choisissez l'outil. Et si vous voulez exister, si vous voulez que... ça peut être pour plein de cas en fait. Ça peut être pour devenir entrepreneur, ça peut être pour trouver un boulot. Moi, au départ, c'est pour trouver un boulot. Ça peut être pour progresser dans son travail. Ça peut être pour montrer à ses chefs que finalement on est beaucoup plus compétent que ce qu'ils pensent, ou à son chef, ou à ses surchefs, ou à ses chefs d'autres services. Quand on est dans des très grosses boîtes, et ben des fois ça peut se dire finalement ils vont nous repérer ailleurs quoi. Peut-être qu'on peut s'évader et montrer ça. Donc on perd pas l'optique de dire pourquoi je veux le faire. Est-ce que c'est pour partager une passion? Est-ce que c'est pour me nourrir? Est-ce que c'est pour moi pour apprendre des choses? Parce que ça peut être le cas aussi, hein. Je dis je veux apprendre quelque chose. Le meilleur moyen d'apprendre quelque chose, c'est de l'apprendre aux autres. Donc on peut construire une marque sur le dire j'ai envie d'apprendre quelque chose aux autres. Ça peut être pour dire je veux lancer un business. Ça peut être pour dire je veux que quelqu'un me repère. J'ai besoin de reconnaissance un petit peu, de montrer aussi que je sais faire des choses, que je sais faire autre chose que ce qu'on me demande dans mon boulot, des choses comme ça par exemple. Donc pas perdre l'objectif de départ, mais en fait et à un moment donné il faut prendre la parole. Et on peut pas être trouvé, on peut pas être... si vous rêvez par exemple que quelqu'un un jour tape à votre porte en disant j'ai un boulot à vous proposer intéressant, il pourra jamais le faire s'il sait pas que vous existez. Et Internet permet de dire on existe. Coucou, je suis là. Voilà, je lève la bras, je prends le micro et je parle. Et ça, c'est le truc quand même que Internet a donné à tout le monde. J'ai lu un jour une citation disant que Gutenberg avait permis à tout le monde de lire, et Internet permet à tout le monde de parler et de s'exprimer en fait. Et donc prenez le micro et exprimez-vous. Je remercie Bertrand d'avoir accepté mon invitation et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'ASAP.